Entendons-nous bien. La zaïrianisation, qu'est-ce à dire? Je concevais mal qu'un étranger vienne s'installer ici pour revendre aux Zaïrois la bière qui sort des brasseries de Kinshasa et gagner de l'argent là-dessus, vivre là-dessus. On pouvait laisser ça aux Zaïrois. Ça, c'est ce qui a tué le pays. La zaïrianisation, ça a été une erreur, ça a précipité le pays. Parce que bon, dans tous les coins, dans des territoires, il y avait des plantations, des usines à café, des usines à thé. Presque dans chaque territoire, il y avait 3 ou 4. Et les villageois, ils avaient du travail, ils avaient du boulot et tout ça. Mais tout ça, on les a dépossédés, on leur a ravi leurs plantations, on les distribué aux politiciens qui ont récolté ce qu'il y avait sur place et c'est fini, ils ont tout laissé à mou. Maintenant la population, parce que à l'époque c'était la fête dans le pays. Mais oui. Qu'est-ce que la population, le peuple a retenu de l'indépendance? Les Européens ne dirigent plus, c'est tout ce qu'ils ont retenu, que les Européens ne dirigent plus. Si on disait à cette population de choisir entre l'indépendance et la colonie, soyez sûr que la majorité va voter pour la colonie. Ah bon? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la saison 3, Virgile Podcast. Nous sommes dans le mois de juin et nous célébrons l'indépendance. Le mois de juin pour les Congolais reste un mois historique, un mois qui touche le cœur de tout Congolais. Aujourd'hui, nous allons parler de l'indépendance. Qui a profité de l'indépendance? Qui a bénéficié de l'indépendance? Est-ce le peuple ou les élites? Comment savoir ça? Nous nous sommes rapprochés d'une personnalité, d'un sage, d'un témoin vivant qui a vécu la période et qui est là encore, qui va nous parler de l'histoire de la RDC, en particulier ce qui concerne l'indépendance, les années 1960. Bonjour, papa Ferdinand Irengue. Bonjour, monsieur Serge, comment vas-tu? Je vais très bien. Merci. Virgile Podcast est très heureux de vous accueillir et surtout de savoir que vous allez nous parler de l'histoire de la RDC. Oui, je suis disponible. Je pourrais répondre à certaines de vos questions. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Mais avant cela, nous voulons savoir qui est Papa Ferdinand Irengue. Eh bien, Papa Irengue Ferdinand, comme l'indique son nom, il s'appelle Ferdinand Irengue. Il a été fonctionnaire et puis il a été dans les affaires plus tard. Mais nous voudrions savoir vraiment, dans ce parcours, des détails qui fait de vous vraiment un patriarche, parce que vous l'êtes certainement. Bon, écoute, on ne peut pas parler de soi-même, mais bon, mais je crois que bon, j'ai fait le parcours normal Oui. pour quelqu'un qui a fait des études avant l'indépendance. Oui. Et je suis venu dans la vie, j'ai fait l'administration. Oui. Et j'ai quitté l'administration quand j'ai remarqué que il y avait des choses qui ne convenaient plus. Voilà. Et vous avez étudié où? C'était quelle année? Parce que vous êtes un patriarche. Vous avez Oui. de l'âge, vous nous dépassez des décennies. Oui, bon, écoute, j'ai fait mes études secondaires à l'époque. Nous n'avions que des études secondaires. J'ai fait mes études secondaires chez les frères maristes au groupe Regina Mundi Nyangezi. Je suis diplômé de là en 1959. Et là, je suis venu à l'administration comme sous-statut de l'administration. Et donc, juste après votre diplôme, je ne sais pas comment on l'appelle, certificat, je ne sais pas. Diplôme. Oui. Depuis 1959, directement, vous avez été embauché dans l'administration. Oui, et je devrais peut-être préciser que je n'ai même jamais chômé, parce que nous, à l'époque, bon, dans les écoles secondaires, à la fin des cycles, bon, il y avait les palmarès, on envoyait des palmarès peut-être un an avant, donc pour dire que telle année, il y a des finalistes, il y a autant de finalistes. Et donc, les entreprises de l'État ou des privés
Et ils choisissaient, je ne sais pas quels critères ils avaient. Bon, et on leur envoie des palmarès. Et dans ma promotion, je crois, je n'ai chômé que le dimanche et après mon diplôme. J'ai eu mon diplôme le 4 juillet 1959, c'était un samedi. J'ai juste passé la nuit à la maison le soir, ici à Gadoutou, chez mes parents. Des parents, ce ne sont pas des parents comme tels, mais de la famille. Et le lendemain dimanche, comme j'étais aussi joueur de Bukavu Dawa, je suis allé au match. Oui, je jouais déjà dans Bukavu Dawa. Depuis 2 ans avant, j'avais commencé comme joueur de Bukavu Dawa dans la ville ici. Et le lundi, donc le 6, donc 2 jours après, j'étais déjà invité chez le gouverneur, donc chez le secrétaire provincial qui dirigeait l'administration. Et j'ai prêté serment comme agent de l'État. Et j'avais été affecté au service des cadastres et titres fonciers. Voilà. Et juste donc 2 jours après votre diplôme, vous avez été embauché. Oui, je n'ai jamais fait une demande d'emploi. J'ai été sélectionné d'office par, je ne sais pas, bon, voilà. Les entreprises avaient reçu les palmarès et j'étais sélectionné. Donc, on m'a dit déjà, le jour du diplôme, la veille du diplôme, on m'a dit, toi, tu commences le travail déjà lundi, hein, prépare-toi, tu es déjà, on a marqué, OK, que tu peux venir, tu es choisi parmi ta promotion, voilà, c'est que ça. La belle époque, on n'était pas obligé de rédiger une demande d'emploi. Les recruteurs eux-mêmes rarement, oui. Dans les écoles, ça venait. C'était la même chose. Nous étions dans des secondaires avec administration et commerce, donc section commerciale, parce que l'administration, nous faisions des bureaux et tout ça, des commerces. Alors, eh bien, c'est les enseignants, c'était la même chose. Tout ce qui avait des diplômes d'instituteurs et tout ça, d'office, ils étaient aussi embauchés, soit dans des écoles officielles, soit dans des écoles subsidiées, donc des écoles conventionnées catholiques et autres. Voilà. Oui. Et comment, à l'époque, vous choisissiez vos secteurs ou bien vos filières? Vous avez fait les sciences commerciales. Oui. Comment vous avez choisi ça? Bah, écoute, on n'avait pas, on était orienté quand même au départ. Et qui vous on était orienté. Bon, on savait que à Nyangezi, on formait des gens pour des bureaux. Okay. On savait bien que les écoles secondaires n'étaient pas nombreuses non plus. Hein. On savait que Mugeri, Kabare, on formait des enseignants. Bobandan aussi, qui s'était ajouté par la suite, évidemment. Voilà. Bon, alors, et Mungombe, c'était pour les séminaristes déjà qui voulaient être prêtres, donc qui avaient de vocation. Voilà. Et vous avez aimé les sciences commerciales. Vraiment, c'était un bon choix. C'était une bonne orientation. Oui. Et après, votre... Donc, on les appelait des bureaucrates. On n'appelait pas même... C'était des bureaucrates. Donc, voilà. On cherchait des bureaucrates. Bureaucrates. Et depuis les années 1959, vous avez été engagé dans les services des cadastres. Oui, titre foncier. Et après là, vous avez été encore engagé ou bien vous êtes resté là-bas jusqu'au jour où vous avez... Non. Alors, à l'accession à l'indépendance, bon, il y a des cadres qu'on devait remplacer. Il y a des services de l'État qui n'avaient plus de cadres. Il y a des cadres européens, il y en a qui étaient partis. C'est comme ça que j'avais été demandé par l'administration elle-même. Elle m'a demandé d'aller à l'inspection du travail pour m'occuper du bureau qu'on appelait secrétariat permanent aux rémunérations. Et c'est dans ce cadre que je suis parti en stage à Kinshasa pour apprendre comment nous devrions donc fixer les barèmes des rémunérations, la classification des emplois et du personnel sous contrat de l'État. Donc je devais m'occuper de ça et je me suis occupé de ça par la suite, quoi. Donc vous étiez promis ici. Oui. Vous avez eu la promotion pour aller apprendre plus à Kinshasa. Oui. Et après Kinshasa, vous êtes revenu ici? Je suis revenu ici. Alors, je suis resté encore à l'administration.
Mais peu de temps après, de nouveau, l'administration m'a détaché pour aller au cabinet du gouverneur. Et c'est là donc où je vais faire le chef de protocole du gouvernement, c'est au moment du gouvernement provincial. Et c'était quel gouverneur à l'époque? Moi, c'était à l'époque du gouverneur Malago Simon. Malago Simon. C'était quelle année? Pierre. 1963 jusqu'à 1965, vers la fin, je pense. Ah ouais, la fête de l'indépendance était encore dans les membres des Congolais dans les années 63. Oui. En tout cas, merci. Vous venez maintenant, on vient de comprendre la biographie. On sera toujours en train de survoler sur la biographie. Mais après ça, alors, je n'ai plus réintégré l'administration parce que nous étions en détachement dans ces services. Quand on allait dans des cabinets politiques, on restait administratif détaché. On était détaché. Okay. Moi, je suis resté donc agent de l'État détaché au cabinet du gouverneur en ce moment-là. Et après ça, je devais rentrer. Mais je ne suis plus rentré. Il y avait des raisons pour que je ne rentre plus à l'administration. Parce que, les raisons politiques maintenant, avec la prise de pouvoir de Mobutu en 1965, et donc on a trouvé maintenant qu'il y avait un petit ça ne va pas pour l'administration. Ça a commencé. Les gens qui ont vu, ils ont remarqué que ça allait ne plus être la même administration, quoi. Et à partir de l'année 1965, ou bien les années qui environnent ces dates, vous étiez maintenant où? Oui, je suis dans les privés. Dans les secteurs privés. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu'à aujourd'hui, non, jusqu'à 1999, parce que, dans les affaires aussi, avec l'histoire des guerres qu'on a connues, ces guerres que nous avons aujourd'hui, c'est la même guerre qui a commencé en 1996, je pense, non? Alors, voilà, et avec ça, on nous a dépouillés de tout ce que nous avions, et j'ai dit prendre ma retraite prématurément. Oui. Prématurément. Donc, 6 ans après, 6 ans de travail pour l'État, après vous avez décidé d'être dans le secteur privé. Oui. Et dans le secteur privé, vous étiez dans quel domaine? Domaine de distribution des produits locaux. Ok. Par exemple? J'ai pu avoir des crédits bancaires parce qu'à cette époque, il fallait faire un projet bancable et vous présenter. Et puis, alors, la banque donnait des crédits. Moi, j'avais reçu un crédit bancaire qui m'a permis donc de commercialiser des produits locaux. Notamment, j'avais des distributions de produits locaux de Bralima dans la ville de Bukavu. J'avais donc un contrat avec Bralima. J'avais pris des contacts avec la cimenterie de Kalemi. J'ai assuré aussi la distribution des produits de la cimenterie Kalemi. J'avais des produits, j'ai importé des produits d'Uvinza, donc en Tanzanie, pour les sels de cuisine. Donc voilà, et ainsi de suite. J'ai fait aussi des importations et des exportations aussi, de quinquennat par la suite. Voilà. Ici, dans les milieux, comment on reconnaissait votre service, comment on l'appelait? Est-ce qu'il y a Établissement Irengue, ça s'appelait Établissement Irengue. Établissement Irengue. Voilà. Et actuellement, les services sont encore là, quand bien même vous avez pris retraite? Mais non, si, je vous dis c'était l'établissement Irengue. Oui. Et je vous dis comment ça a évolué quand les guerres ont éclaté. J'avais déjà fait des extensions, j'étais dans les fermes de Moulimemounene et où on m'a bouffé 450 vaches de race. J'avais tout perdu. Et c'est pour cela que je n'ai pas repris, je n'ai pas pu reprendre parce que tout ce que j'avais comme capital était parti. Moi, j'avais donc 450 vaches, des vaches de race. Friesland, de Brine Suisse, j'avais tout ça à Moulimemounene. Et avec l'Antibouaki qui est toujours là aujourd'hui, on fournissait du lait, et il prenait le lait, il faisait du beurre, il faisait tout ce qu'on pouvait faire avec les produits laitiers. Mais
On m'a dévalisé, on a tout pillé. On a tout pillé. Donc, les guerres, c'est pas ça s'appelait AFDEL, c'est AFDEL, Oui. ça. C'était quelle La année? première guerre AFDEL, de 97, 98, là. Hein, à 99, on m'a pillé tout là-bas. Oh là là, 1999. nos compatissants. Ouais. Mais dans votre parcours, j'ai retenu une chose, d'entreprendre. Les gens doivent entreprendre, même si de nos jours, ce n'est plus facile de quitter son emploi et entreprendre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse aujourd'hui? Parce que c'est du courage. À l'époque, votre fonction que vous occupiez à l'époque, en tout cas, avoir la décision. Écoute, aux jeunes, moi je crois que bon, ils peuvent entreprendre, mais est-ce que maintenant ils ont des possibilités? Parce que il faut d'abord que vous ayez de quoi, vous avez pu économiser peut-être quelque chose pour entreprendre une autre activité par la suite. Bon, ou bien si les banques fonctionnaient encore comme il se devait, bon, les banques peuvent vous pistonner quand vous avez un projet bancable. Bon, maintenant, tout ça n'existe plus. Et nous n'avons plus de banques comme telles. D'ailleurs, il n'y a aucune banque congolaise, on dirait, dans le pays. Pour le moment, il semble qu'il n'y a plus de banques congolaises. Alors, quels sont ces gens qui vont vous donner du crédit? Je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est ça l'entrave. C'est difficile. Bon, je crois, autre temps, autre messe. Bon, c'est l'informel, c'est dans le système d'informel maintenant. Et nous, on ne sait pas entrer là-dedans, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Bon, mais l'informel a pris le dessus. Bon, c'est compliqué. Voilà. En tout cas, votre parcours est inspirant. Et on comprend que vous avez travaillé avant l'indépendance, Oui. même après l'indépendance. Oui. Et c'est pourquoi Exact. nous allons maintenant parler de l'indépendance. Qui a profité, qui a bénéficié de l'indépendance? Est-ce le peuple ou bien les élites? Les élites politiques, certainement. Comment ils ont bénéficié? Parce que on sait que juste après l'indépendance, il y a eu les élites qui ont été vraiment très proches et à qui on a laissé les pouvoirs. Maintenant, comment ils en ont profité? Comment ils en ont bénéficié plus que le peuple? Comment c'était? Vous avez vécu, vous étiez même travailleur à l'époque. C'est pendant cette période même que vous êtes parti à Kinshasa. Alors, c'était comment? Eh bien, ils ont fait des lois qui ne favorisaient que les auteurs de ces lois. Hein, ils n'ont pas fait des lois pour protéger la population. Bien, tout ça, il fallait être X, Y pour maintenant avoir accès à ceci ou à cela. Hein, et c'est le favoritisme qui a commencé avec la politique au pays. Hein. Le favoritisme a ruiné le pays juste après l'indépendance. Quel était là? On a plus connu les mérites de tout un chacun, non? Bon, maintenant, bon, tu peux te retrouver là-bas, mais on te laisse, on prend quelqu'un qui vient parce qu'il est cousin à X, il est oncle à Y, bon, voilà. Je crois que c'est ça qui a fait que les choses ont chuté. Surtout l'économie a chuté parce qu'on n'a pas tenu compte de l'administration. On a pris la gestion de l'État par des politiciens à partir de Mobutu, parce qu'avant les comptes de l'État, tout était géré par l'administration. Comme je vous le disais, ici en province, il y avait, celle pouvait signer dans les comptes de l'État, pouvait ordonner la dépense à l'État, un fonctionnaire de l'État aux finances qui n'était que sous-chef de bureau, qu'on appelait ordonnateur délégué. Okay. Il n'y a que celui-là. Et il n'avait droit à recevoir de personne, pas de son directeur, pas de son sous-directeur, parce que lui était chef de bureau à jouer. Pas les gouverneurs, surtout pas les gouverneurs, pas des hommes politiques pour ça. Mais à partir de l'arrivée au pouvoir de Mobutu,
Tout a changé. Désormais, ce sont les gouverneurs qui gèrent les comptes de l'État. Ce sont des hommes politiques donc, qui gèrent les comptes de l'État. Et je crois à l'échelle nationale, c'est la même chose. Et donc, à l'époque où les chefs de bureau avaient vraiment un mot à dire dans l'administration, plus qu'aujourd'hui, et c'était bon, vous aimiez ça à l'époque? Mais oui, mais tout allait très bien parce qu'il y a eu les querelles au Congo, elles ont commencé dès l'aube de l'indépendance. Là, il y a eu ces guerres de Moulédis, il y a eu, hein, il y a eu des problèmes, même dans des provinces, il y avait des états d'exception. Mais cela n'a jamais gêné en rien l'administration parce que l'administration avait la gestion. C'est comme dans certains pays d'Europe, par exemple la Belgique que nous connaissons, il y a des fois où ils passent 6 mois, 8 mois sans gouvernement, mais cela n'empêche jamais les pays de marcher parce que l'administration est bien assise et l'administration fait son travail. Hein? Les politiciens d'habitude, ce sont des passagers, ils ne sont pas là pour... Hein. L'État doit être géré, devrait être géré par l'administration. Et bon, comme je disais que nous on n'a plus voulu rentrer à l'administration, nous avions remarqué que tenez bon, à l'époque de Mobutu, si vous n'étiez pas un bon danseur là-bas, des Sakayons là-bas, hein, eh bien, j'avais remarqué qu'on commençait à remplacer des fonctionnaires par quelqu'un qui ne fait que des Sakayons, qui danse bien au stade et tout ça. Bon, alors, puis des critères pour être fonctionnaire, et on revient, vous êtes sous-directeur là-bas, directeur, on vous dit, mettez de côté, vous êtes réactionnaire, allez, on met... Bon, et alors, à ce moment-là, bon, il y en a de nous autres qui avons quitté absolument l'administration, nous avons lutté. Ça ne fait plus beau vivre là-bas. Et, bon. Et alors, à partir du moment où les politiciens ont pris la gestion des finances de l'État, eh bien, ce qui est arrivé arriva. Voilà. Et cette politique-là, de ne pas permettre à l'administration d'exercer sa fonction, c'était hérité ou bien ce sont nos politiciens Ce sont nos politiciens qui ont tout changé? Oui, ce sont ceux qui ont tout changé. Mais Gassavou n'a rien changé. Hein. Savou avait continué la même chose et c'était bon. C'est en 65 que tout a bâclé. Tout a basculé avec l'arrivée au pouvoir de Mobutu. Et quel était l'espoir de tous les Congolais lors de l'indépendance en 60? On comprend qu'à partir de 65, en tout cas, pour vous qui étiez dans l'administration, les choses n'ont plus marché. Maintenant, pour tous les peuples, peut-être vous étiez dans l'administration, vous savez ce qui ne marchait pas maintenant. Oui, le peuple en entier, voilà, c'était quoi? Le peuple aspirait à avoir sa situation sociale plus améliorée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Oui. Est-ce que ce n'est pas... Et il voulait améliorer dans tous les secteurs de la vie nationale, certainement. C'est ça que le peuple aspirait à cela. Mais le peuple avait été déçu. Mais quand on parle avec une autre couche de la population, les personnes âgées qui ont vécu à l'époque, ils nous parlent que dans les années 65, lorsque le président Mobutu était au pouvoir, tout était bien, je ne sais pas, les taux des dollars étaient je ne sais pas combien, il y avait une puissance dans le pays et tout et tout. Oui, ils disent cela, oui, dollar égale, un Zaïre égalé 2 dollars, c'est ça. Bon, écoute, Mobutu a hérité un pays qui était bien géré économiquement par le président Gassavoubou. Eh bien, avec tout ce qu'il a rencontré dans les caisses de l'État, tout ça, il a frappé la nouvelle monnaie, les Zaïre et tout ça. Et bon, mais ça a duré combien de temps? Parce que c'est lui-même qui va chambouler l'évolution. Qu'est-ce que ça pouvait faire pendant que les politiciens ont pris la gestion des finances publiques? Ça ne pouvait plus vraiment apporter de quoi aux fonctionnaires.
Est-ce que le pays a stationné ou bien donc il y a eu évolution ou bien le pays est rentré Le pays a évolué de mal en pire. de mal en pire? Oui. Mal en pire. Maintenant, donc lorsqu'on parle du pouvoir de Mobutu, on les voit passer, là, on voit tous les élites de l'époque. Est-ce qu'il y avait une préparation? Est-ce les élites étaient prêtes? Bon, il n'y avait pas de préparation. Les partis politiques furent formés sur des bases politiques ou régionales par des amateurs, en majorité des amateurs instables, professionnellement parlant. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire, bon, on a pris les gens, l'indépendance a été, je dis bien à majorité, hein, par des gens qui n'étaient pas au travail, par des gens qui, par-ci, par-là, ils avaient été mis dehors. Les exemples sont légion, si nous prenons dans notre province. Ben, je ne vais pas commencer à parler des gens. Dans notre province, il y a eu des gens, et ce sont eux qui ont mené des partis politiques dans la province. Il y avait de nombreux politiciens qui n'étaient pas du tout dans de bonnes conditions pour mener l'indépendance. Quelles étaient leurs plus grandes faiblesses? Qu'est-ce qu'il manquait le plus? Qu'est-ce qui manquait aux gens qui constituaient l'élite? Ils n'étaient pas préparés à quel niveau? Est-ce qu'ils n'avaient pas étudié? Est-ce qu'ils n'avaient pas le leadership? Qu'est-ce qui leur manquait le plus? Ils avaient étudié les études que nous avons eues, ou des écoles secondaires à l'époque. On ne formait pas d'universitaires à notre époque. Donc, les universitaires, bon, on les comptait au bout des doigts. Je ne sais plus combien on a dit qu'il y en avait à l'indépendance dans les pays. Une dizaine, une vingtaine peut-être. Mais bon, même ceux-là, ils ont été mis sous les coupes des politiciens. Bon, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Si l'autre, il est le président, il est le premier ministre. Toi, avec ton diplôme, tu vas lui imposer quoi que ce soit, rien du tout, et ne suivra pas ton conseil. Je crois que c'est ça, et ça s'est accentué, bon, lorsque on prend le pouvoir par le coup d'État de Mobutu, ça s'est accentué. Alors, les politiciens ont pris les dessus. Et tout est parti en chaos. Oui, tout est parti en chaos. Maintenant, les colons, les dirigeants de l'époque léopoldien, est-ce qu'ils n'ont pas fait des interventions pour que tout... Oui, vous parlez des anciennes puissances, là, et tout ça. Bon, écoute, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire davantage? Vous les avez dépossédés de leurs biens. La zaïranisation, ça a été une erreur. Bon, voilà, ça a précipité le pays. Parce que, bon, dans tous les coins, dans des territoires, il y avait des plantations, des usines à café, des usines à thé. Presque dans chaque territoire, il y avait 3 ou 4. Et les villageois, ils avaient du travail, il y avait du boulot, et tout ça. Mais tout ça, on les a dépossédés, on leur a ravi des plantations, pour les distribuer aux politiciens qui ont récolté ce qu'il y avait sur place, et c'est fini, ils ont tout laissé à moule. Donc les anciennes puissances... Cette monnaie dont on a parlé, qui était montée, comment elle pouvait encore tenir pendant que les sous-bassements étaient cassés? Donc les anciennes puissances... ne pouvaient pas faire bon rôle parce qu'ils sont partis frustrés. On leur a ravi tout ce qu'ils avaient comme bien. Après l'indépendance, il n'y a plus de collaboration? Bon, ceux qui sont venus, ils sont venus aussi pour piller avec les Congolais. Il y en a qui se mettaient maintenant avec les Congolais, bon, pour jouer, faire la fraude, parce que déjà, ils aiment beaucoup la fraude. Et voilà, ils facilitaient des politiciens des aider pour cela. Donc, il n'y avait pas C'était au profit maintenant des hommes politiques.
Donc, il n'y a pas eu C'était des gens maintenant avec des parapluies. Quand vous trouvez un Pakistanais là-bas, vous trouvez un Chinois là-bas, c'est toujours avec les parapluies des hommes politiques. Ok. Oui. Donc, il n'y a pas eu d'autres puissances étrangères qui sont venues pour assister peut-être les élites au pouvoir ou bien les pays amis d'Isaïr à l'époque pour qu'ils puissent les encadrer, peut-être les appuyer dans l'administration ou dans autre chose. Et les politiciens accepteraient qu'il y ait des administrations qui puissent leur dire que, bon, nous jouons de cette manière ici. Et non, ils n'accepteraient pas. Avec ça maintenant, comment étaient les conditions de vie des Congolais et des fonctionnaires de l'État que vous étiez à l'époque? Comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, comme nous sommes déjà en 2011? Version négative, parce que qu'est-ce que ça pouvait être? Cela a commencé à entraîner même paiement tardif des salaires ou même des mois sans salaire. Bon, alors l'administration qui avait été mise de côté au profit, la politique a pris le dessus. Bon, qu'est-ce que ça pouvait donner comme rendement pour les pays? Hein? Des gens, l'administration, c'était des hommes assis et qui comptaient sur une carrière pendant 30 ans. Maintenant, on amène déjà des passagers, 2 mois, 3 mois, qui sont là pour se servir. Et, bon, finalement, vous voyez à quoi ils jouaient, donc, les hommes politiques. Chacun essayait d'amasser quelque chose, c'est comme ça d'ailleurs dans ces organisations-là, ce sont eux qui ont pris des entreprises. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'il y a une entreprise qui fonctionne après cette organisation? Rien du tout. Rien du tout. Ils ont consommé tout ce qu'il y avait encore de disponible que les colons avaient laissé. Allez, et ils ont jeté ça jusqu'aujourd'hui. Donc la grosse erreur était de politiser l'administration. On a politisé l'administration, voilà. Maintenant, la population, parce que nous voyons ça dans les documentaires et nos grands-parents, nos grands-pères, comme vous nous le disent, à l'époque, c'était la fête dans le pays. Mais oui. Qu'est-ce que la population, le peuple, a retenu de l'indépendance? Un signe quand même qui fait en sorte que le peuple dise, malgré ça, malgré l'administration actuelle qui est politisée, mais quand même, nous sommes indépendants. Mais qu'est-ce qu'ils auraient tenu l'indépendance? Tout simplement parce que les Européens ne dirigent plus, c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont retenu, que les Européens ne dirigent plus. Mais sinon, parce que si on disait à cette population de choisir entre l'indépendance et la colonie, soyez sûr que la majorité va voter pour la colonie. Ah bon? Ah oui, parce que pendant la colonie, eh bien, même l'huissier dans un bureau, les gardes de nuit et tout ça, ils gagnaient bien leur vie. Ils avaient un salaire décent qui lui permettait de vivre de nouer les 2 bouts du mois. Et qu'aujourd'hui, même un directeur de l'administration, il n'a plus assez pour nouer les 2 bouts du mois. Donc, certes que les gens diraient non, l'indépendance, ça n'a profité qu'aux politiciens. Voilà, c'est ce que en résumé que je pouvais vous dire. Et maintenant, et à certains politiciens, voilà. Oui. Maintenant, l'histoire du peuple qui passait la journée dans un champ de coton, de caoutchouc, et aussi ils peuvent dire que les colons reviennent. Mais pourquoi pas? Parce qu'ils avaient leur salaire, ils avaient tout. Ils avaient les soins médicaux, ils avaient leur salaire. Et ils diraient ça. Pourquoi pas? Parce qu'ils avaient du travail. Maintenant, la plupart étaient venus des chômeurs et n'ont plus travaillé. Ah oui. Donc, les élites n'étaient pas préparées. N'étaient pas préparées. Est-ce qu'on ne peut pas attribuer cette situation aux petites guerres élites internes qui s'en ont suivi après l'indépendance? Justement, c'est ça le manque de préparation. Ils ne se sont pas préparés. Hein? Puis ça ne devait pas arriver. Vous voyez, bon, vous avez parlé du Kenya ici tout à l'heure là. Le Kenya n'a pas fait l'erreur des Congolais.
ils ont maintenu les gens en fonction. Ils ont maintenu les Mindele qui étaient chez eux. Dans des sociétés, on les a respectés. Les politiciens ont pris leur part politique. Mais ils ont laissé les gens continuer avec le travail. Donc, il n'y a pas eu des gens devenus d'office chômeurs parce que l'indépendance arrive. Il n'y a pas eu comme ça au Kenya et je crois en Afrique du Sud également. Mandela a été président aussi et Jomo Kenyatta pour le Kenya avait été aussi président. Ils n'ont pas bousculé les expatriés. Donc c'est pour cela que vous le voyez, le Kenya continue aussi les mêmes rythmes. Le même développement, il a continué. Et moi, je visite souvent le Kenya aussi. Mais bon, je trouve que le pays est encore vivable. Or, le Congo avait une avance sur la plupart des pays africains. Mais maintenant, il a sombré. Oui, il a sombré parce que le fait d'avoir... Ça, c'est tout blanc. Tout blanc à Soit l'époque. politique, dans l'administration. Ils sont qui tenaient l'économie à main, on les a dépouillés de leurs biens, alors ils étaient partis. Ce sont eux qui faisaient fonctionner les usines et les grandes entreprises. Oui, des usines, des entreprises étaient pour les Blancs. Les Congolais n'avaient jusque-là rien. Et c'est pour cela que, bon, les gens disaient qu'il fallait indépendance attendre encore peut-être 30 ans ou tout ça. Et je crois qu'ils avaient raison, ceux qui avaient cette proposition-là à l'époque. Et pourquoi les élites, pourquoi les Congolais n'étaient pas préparés? Est-ce que ce n'est pas que les colons ne voulaient pas les préparer? Comme par exemple la gestion des entreprises et des usines. Est-ce qu'il y avait des Congolais qui étaient déjà formés à faire fonctionner les usines, ou bien ils ne voulaient pas montrer aux Oui, mais Congolais il y avait des Congolais. Non, ils les préparaient dans des entreprises privées. Il y avait des gens qui étaient préparés. Mais les policiers, ils viennent. Ils ferment cette usine et ils raflent tout ce qu'il y a dans l'usine. Et puis vous êtes technicien, vous travaillez, vous allez vous occuper de quoi maintenant? Vous n'avez rien, vous-même pour monter l'usine, vous n'avez rien pour commencer la plantation, ni tout ça. Hein? Et quand les policiers sont venus, ils ont fermé ces entreprises-là, ils ont mis des policiers au-dessus et ils ont récolté ce qu'il y avait à récolter. C'est fini, ils jettent au panier. Pourquoi avant, alors juste après l'indépendance, dans les années 61 jusqu'à là, en 65, il n'y a pas eu de puissances étrangères qui sont venues assister les pays, mais aujourd'hui, il y a des puissances extérieures qui veulent soutenir le pays, les appuyant ceci ou cela. Bon, écoute, la Belgique était encore là à ce moment-là. Hein? La Belgique était encore là. Le président Gassavou n'a bougé personne, il n'a dérangé personne. Hein? Et tous croyaient que on allait continuer mais comme avant l'indépendance. Ils croyaient pouvoir continuer, mais Mobutu arrive au pouvoir, alors on les a chassés. Ah oui. Ouais. Maintenant, à l'époque, je sais que la jeunesse, c'est une phase partie de la vie. Vous avez été jeune. Oui. Et heureusement, je m'en souviens, vous avez parlé, vous avez été joueur. J'ai été joueur, j'ai été président de Bukavu Dawa pendant de longues années. Voilà. Et vous jouez quel numéro? On veut parler de votre... Je jouais 11, je jouais 7, je jouais les ailiers. J'étais ailier dans l'équipe de Bukavu Dawa. Vous pouvez avoir l'idée de combien de buts que vous avez marqué? Je ne me rappelle plus, je ne peux plus me rappeler. Mais quand même, vous marquiez des buts. Certainement, oui. Vous avez eu des cartons rouges? Non, je n'ai jamais eu des cartons. Non, vous étiez un bon joueur. Et puis nous étions dans le football amateur, nous n'étions pas dans le football professionnel. Hein. Et comme le disait un de mes collègues, il disait, mais pourquoi nous, on n'a pas commencé à payer les footballeurs pendant que nous, on jouait encore? Oui, vous aviez du talent, je vois. Voilà, donc on comprend que la jeunesse a vécu toujours. Années 60, la jeunesse était là. Aujourd'hui encore, la jeunesse était là. Mais comment s'est comportée la jeunesse? Je pense même, quand vous étiez en fonction, vous étiez encore jeune, puisque vous avez terminé en 59. Oui. Vous avez pris fonction, vous avez démissionné en 63. Donc, pas démissionné.
J'ai été détaché. Ah, détaché. Détaché. Oui, ok. Et j'ai alors abandonné, pas encore aussi démissionné, mais bon, ne plus réintégré. Je n'ai plus réintégré l'administration depuis 1960. À partir de 1966, je n'ai plus réintégré l'administration. Parce que j'ai vu donc venir déjà l'allure du nouveau président Mobutu. On a vu on a commencé avec les animations politiques et tout ça. Et on a vu venir Mobutu. Bon, alors nous, on a dit, on s'est mis de côté. Et quelle était la procédure pour ne plus intégrer? Parce que nous, actuellement, on parle... La procédure, vous ne renouvelez pas tout simplement. Donc, vous êtes en détachement, mais vous ne dites plus rien et vous laissez tomber. Donc, vous ne réintégrez pas l'administration, vous n'êtes pas entré à l'administration. Parce que quand on était détaché, donc c'est comme si on suspendait. Mais si vous ne revenez plus, donc vous ne revenez plus. Et vous avez signalé à votre hiérarchie que vous n'allez plus... Non, à partir du moment où j'étais suspendu et que je n'ai plus fait la demande pour que je réintègre, donc ils savent bien que je ne réintègre pas. Maintenant, comment se comportait la jeunesse à l'époque où vous étiez bureaucrate, cadre, mais ceux qui n'étaient pas cadres, qui vivaient, peut-être ils vivaient dans les secteurs privés, comme la jeunesse actuelle, comment ils vivaient, comment ils ont accueilli l'indépendance, comment ils ont vécu cette période d'après la colonie? Mais ils étaient contents parce que, bon, à partir de l'indépendance, dans les cadres privés, là, ils continuent à travailler avec les colons. Et bon, qui donnaient maintenant plus de respect, mais aussi congolais. Et puis ils ont espéré que tout allait bien continuer avec, il y en a qui ont eu des promotions évidemment. Bon, alors ils espéraient un avenir encore plus radieux, mais ça n'a pas été le cas malheureusement parce que la politique, comme je le disais, les changements qui étaient intervenus avec le coup d'État du président Mobutu. Alors la jeunesse a été, bon, laissée pour compte. Alors la jeunesse, vraiment, elle a eu l'indépendance. Comme vous le disiez, des questionnaires là, c'est symbolique. Ça a été maintenant symbolique pour les jeunes. Ils n'ont plus vu cette indépendance qu'on croyait que c'était vraiment des plateaux. Mais c'était c'était les jeunes qui militaient plus, tout comme aujourd'hui, ce sont les jeunes que nous voyons en avant dans les propagandes politiques. Oui. Donc c'était toujours ça à l'époque aussi, ils soutenaient le pouvoir en place. Non, mais même les adultes, ils soutenaient aussi des partis politiques. Mais comme je le disais, bon, les partis politiques, bon, il disait au peuple que mais désormais vous serez indépendant, vous allez aussi occuper des maisons comme des villas, des bazungu et tout ça. Il y avait beaucoup de promesses pareilles. Bon, alors les gens aspiraient, croyaient que c'était vrai. Bon, mais Quels étaient les avantages que les jeunes avaient, que la jeunesse avait à l'époque? Et qu'elle n'a plus, une fois que le pouvoir en place n'a plus continué avec une politique basée sur l'administration. Qu'est-ce que la jeunesse avait perdu plus? Oui, la jeunesse avait perdu plus parce qu'il n'y avait plus d'avenir. Où est-ce qu'il va aller cette jeunesse? Hein? Et ça a commencé même aussi à se poser des problèmes dans des écoles. On a commencé les paiements maintenant dans des écoles. Et il y avait des parents qui n'avaient plus de rentrée. Bon, ça commençait à être difficile. Hein? Cette jeunesse, vraiment, elle n'a vécu que des mauvais exemples. C'est pour cela que la plupart des jeunes maintenant n'aspirent qu'à la politique, animation dans les politiques et tout ça. Et bon, c'est ça. Et ça a commencé par là. Ça a commencé par là. Tout le monde croit qu'il n'y a qu'en politique qu'on peut gagner maintenant, et voilà, tout le monde chérit dans la politique. Donc à partir des années 65, il y a plus des recruteurs qui venaient lors de la proclamation dire je vais engager ces Non, parce que maintenant, comme je vous le disais, on a mis toutes ces sommaires qui animaient des partis, on les a mis dans des entreprises de l'État.
Voilà. Et, l'État avait les minimums d'employés. Il n'avait pas beaucoup de gens dans l'administration. C'est le secteur privé qui avait le plus de main-d'œuvre. Hein? Maintenant, l'État, il y a eu pléthore. Il y a eu pléthore. Là où il y avait 5, on a mis une trentaine de membres du parti et tout ça. Alors, écoute, ce qui est arrivé, arriva. Mais qu'est-ce qu'on peut louer? Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'indépendance? Qu'est-ce qu'on peut vraiment dire? Pour ça, c'est vraiment bon. Bon, je reviens toujours à vous là. J'ai vu, vous avez posé cette question. Ça veut dire, bon, j'ai dit la mauvaise mesure, décision prise, c'était la zaïranisation. Ça, c'est ce qui c'est ce qui a tué le pays. Bon, alors, la bonne mesure que je trouve qui a été prise avec eux, c'était la permutation des Congolais, des fonctionnaires, donc, d'une province à l'autre. C'était la nomination des gouverneurs, des non-originaires pour chacune des provinces. Ça a été une bonne décision pour le pays. Et ça favorisait l'unité du pays. Maintenant, à quoi constituait la zaïranisation, comme vous venez de le dire? La constitution de la zaïranisation a consisté à déposséder les propriétés des entreprises pour les donner aux Congolais politiciens. Voilà. Ça a été la pire des situations. La pire. Et ce qui fait en sorte que les choses soient telles qu'elles sont. Oui. Voilà, c'était des pires des défis. C'est au départ de cette zaïranisation que nous avons sombré. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. On ne se relève plus. On ne se relève plus. Oui. Mais comparativement, est-ce que nous pouvons dire que la situation continue à se dégrader ou bien quand même s'est stabilisée, quand même on n'est pas encore, on ne s'est pas arrivé à cette période avant la colonisation? Pour l'instant, on semble avoir de l'espoir que ça va aller, mais je pense que moi j'estime que l'avenir du pays, de cette province ou du pays est prometteur. Si on se débarrasse de la guerre injuste nous imposée, oui, je crois. L'espoir est permis. L'espoir est permis. Oui. Et, avec les dirigeants du pays maintenant, l'espoir est permis si on se débarrasse de guerre. Nous sommes dans les mois de juin, nous souhaitons bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais de partout dans le monde. Est-ce que il y a une chose à faire ou bien une stratégie? Vous avez fait l'analyse. Et une analyse qui n'est pas basée sur des théories, mais qui est basée sur des faits, puisque vous avez vécu à l'époque. Si on vous posait la question ou bien on vous demandait la politique actuelle, les autorités actuelles qui sont impliquées dans les gouvernements, dans l'administration, dans tout, on vous posait la question de proposer la stratégie ou bien ce qu'il faut faire pour que tout redevienne à la normale. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Oui, moi je crois qu'il faut demander aux hommes politiques de penser beaucoup à améliorer les quotidiens des Congolais. Et ils peuvent faire quoi? Améliorer les conditions économiques du pays, favoriser la création d'emplois, abandonner l'habitude de recourir à des nominations fantaisistes et partisanes qui ne respectent pas les droits de tout un chacun. Bon, donc, donner l'emploi à ceux qui le méritent et pas à ceux qui sont cousins ou oncles ou ceci ou cela. Hein? Et puis, alors aussi, une politique distributive, quoi. Il faut absolument que tous les Congolais puissent avoir voix au chapitre. Voilà. Qu'on cesse avec les dénominations et tout. Oui. Est-ce que peut-être, je pense que si on recrute déjà dans l'administration, qu'on les recrute sur base des concours. Oui. Hein? Mais les concours se font
aujourd'hui. Est-ce qu'on respecte L'École les nationale résultats de l'administration et Est-ce que les résultats, on le respecte au moins? Je ne sais pas. Hein? Et ça, ce que vous proposez ici, est-ce que vous pensez un jour qu'ils penseront à ça? Ou bien qu'ils passeront à agir par rapport à ça? Non, moi je pense que les Congos ne restera pas celui-là. Je pense que les pays pourraient encore se redresser. Il n'est pas tard, je crois. Il n'est pas encore tard. Hein? Bon, il y a quand même... nous voyons maintenant, on a commencé... Vous venez de commencer ici chez nous, la réhabilitation des routes intérieures ici. Avec les pavés, avec les ceci, avec les cela. Mais de nouveau, on nous a amené la guerre. Et c'est presque tous les 10 ans, il y a la guerre ici maintenant. S'il n'y a plus ces guerres-là, moi je pense que le pays peut marcher. Le pays peut marcher. Voilà, le pays peut marcher. Notre papa, notre patriarche, papa Irengue nous dit que tout va marcher. Il suffit seulement J'espère tout va de marcher. garder Oui. espoir. Faut Voilà, garder il a vécu dans les années et avant 60 et après 60, je ne sais pas si l'âge, si vous pouvez communiquer, mais voilà, qu'on sache que vous êtes quelqu'un qui a vécu dans la Oui, période. mon âge. Oui, mon âge. Moi, d'ici 3 mois, j'ai accompli 89 ans. Wow, D'ici anticipativement. 3 mois. D'ici 3 mois. Joyeux anniversaire anticipativement. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, est-ce que nous pouvons savoir, tel que vous l'avez souhaité, si vous avez l'espoir, est-ce que vous pouvez vous projeter dans le futur, dans l'avenir du Sud Kivu, l'avenir de la RDC? Comment vous voyez ça? J'ai bien dit prometteur. Prometteur, s'il n'y a pas de guerre, le Kivu, le Congo, avenir prometteur. Voilà. Donc, un avenir prometteur pour les Sud Kivu. Et le Congo. Les Sud Kivu et le Congo. Oui. On n'est pas séparatistes. Nous sommes des nationalistes. Des nationalistes. Hein? Voilà. Hein? Surtout On ne voit pas seulement les Kivu, non, les Kivu et tous les Congos. Tous les Congos. Voilà la grande Un Congo grand, le Congo est grand. Oui. Grand et fort. Et fort. Voilà la grande communauté, podcast. Nous étions là avec notre papa, notre grand-père, un patriarche, qui nous a parlé de l'histoire de la RDC depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui. Il nous a parlé de comment tout a évolué, ce qu'il faut améliorer, ce qui a marché et tout. En passant, je vous souhaite une très bonne fête de l'indépendance. Papa Ferdinand, si vous pouvez souhaiter à la grande communauté, Virgile. Eh bien, bonne fête de l'indépendance à tous. À tous. Et soyez conscients de vos responsabilités vis-à-vis de vos frères. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir, Serge. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Virgule Griffe Yambuka.